Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Richard, PDG de France Télécom. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors lorsque vous avez pris les rênes du groupe il y a 1 an et demi, c'est vrai que le groupe traversait une crise morale, a été meurtri par une série de suicides à l'époque. Vous aviez déclaré d'ailleurs vouloir reconstruire le groupe. Qu'en est-il aujourd'hui? Êtes-vous parvenu à cet objectif? Je crois que ça serait prétentieux de dire qu'on est parvenu à cet objectif. Je pense qu'il y a des progrès importants qui ont été accomplis. On a lancé beaucoup d'actions depuis 1 an. On a déployé en France quelque chose qui s'appelle le contrat social, qui est un contrat que nous proposons aux 100 000 hommes et femmes de l'entreprise en France, avec 158 mesures. Il est en train d'être déployé partout en France. Et je crois qu'on est dans une situation qui est plus calme, plus apaisée. Le dialogue aussi à tous les niveaux a repris vraiment sa vitalité. Je ne crie pas victoire pour autant, parce que changer la culture managériale d'une entreprise comme la nôtre, ça prend du temps, et il faudra du temps. Mais la vague de suicides a été stoppée. La vague de suicides est stoppée, c'est beaucoup dire. Malheureusement, il y a encore des drames, on en parle moins, mais il y en a encore. On doit rester extrêmement vigilant sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on a prêté beaucoup d'attention aux personnes en situation de fragilité, et que peut-être c'est grâce aussi à cette attention qu'on a pu baisser significativement le nombre de ces drames, et j'en suis très heureux. Mais encore des salariés reste quelque chose d'important pour vous, l'une de vos priorités? Oui, c'est vraiment une priorité, parce que je ne crois pas qu'on puisse réussir dans une entreprise comme la nôtre, quelles que soient les technologies, les challenges que nous avons, sans une communauté de personnes qui soient bien dans leur peau, bien au travail, et qui aient une relation saine avec l'entreprise. Donc je crois que la performance économique que nous visons ne peut pas aller sans la qualité sociale et la qualité de vie au travail. Mais c'est un travail de long terme. C'est un travail de longue haleine, et qui doit nécessiter une attention de tous les instants du management, de moi bien sûr, de toute l'équipe qui m'entoure, et surtout après de toute la ligne managériale de l'entreprise. Alors côté produits, on va commencer par un petit peu les produits que vous venez de sortir. Vous venez de sortir ce qu'on appelle Sosh, c'est une sorte de marque low cost qu'on trouve sur Internet. C'est un petit peu justement, ça vise une population plus jeune, très internaute. Oui. Est-ce pour justement un petit peu couper l'herbe sous le pied du Free Mobile, donc le produit que doit sortir votre concurrent Free? Nous pensons que sur le marché du mobile, notre stratégie doit tourner autour de ce qu'on appelle les 3 S. C'est quoi les 3 S? C'est simplicité, segmentation, service. La simplicité, nos clients, les consommateurs français, veulent des offres simples. Et c'est ce qui explique le succès de l'offre Open, par exemple, qui est le quadruple play. Vous avez une seule facture pour tous vos besoins de communication. On a beaucoup critiqué France Télécom en disant justement que ce n'était pas assez clair. À juste titre. Donc on fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Sosh est une offre hyper simple. Il y a 3 forfaits avec des prix simples. On décrit très précisément ce qu'il y a dedans. Donc la simplicité, c'est un axe très important. Ensuite, il y a la segmentation. Nous ne pensons pas que dans ce marché de la communication, et notamment du téléphone mobile, une seule offre puisse satisfaire tous les besoins des consommateurs. À l'évidence, il y a toute une segmentation dans les utilisateurs qui cherchent finalement sur le marché la bonne réponse à leurs propres besoins. Donc la segmentation est un axe important pour nous. C'est aussi un peu l'idée de Sosh, puisque Sosh vise un type d'utilisateur hyper connecté, plutôt jeune, etc. Et puis les services, parce que nous avons, la chance d'avoir presque 40 000 salariés en France qui sont en face du client, dans les centres d'appel et dans les 1200 boutiques que nous avons. Cette présence sur le terrain, au plus près de nos clients, c'est pour nous une très grande force, et on veut capitaliser là-dessus. Est-ce que vous ne redoutez pas tout de même la sortie du fameux Free Mobile lorsque le fondateur de d'Iliad, Xavier Niel, dit qu'il va diminuer la facture pour les Français du mobile par 2? Écoutez, nous verrons. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a fait effectivement cette déclaration, et en même temps, il a pris soin de prendre... C'est redoutable, la diviser par 2. Là, pour le coup, vous avez un vrai concurrent. Il a pris le soin de prendre une facture de 2008 pour, je pense, le moment venu, démontrer qu'il avait peut-être divisé par 2, mais par rapport à une référence qui est celle de 2008, pas celle de 2011. Donc on peut considérer qu'il y a une bonne partie du chemin qui a déjà été faite. Puis vous savez, moi ce que j'incite beaucoup les Français... Le prix compte tout de même beaucoup. Oui, le prix compte beaucoup, bien sûr. Mais ce qui compte surtout, c'est le rapport entre ce que vous avez et le prix. Donc moi j'incite beaucoup les Français à regarder concrètement ce qu'on leur propose dans les forfaits qui vont bientôt être mis sur le marché, de ne pas peut-être se laisser attraper trop vite par des prix qui ont l'air extrêmement attractifs, mais qui regardent surtout
le contenu des offres. Vous n'êtes pas inquiet, donc, a priori? Je ne suis pas inquiet, je suis stimulé, je suis concentré, je suis dans l'action. Vous savez, l'arrivée d'un quatrième opérateur sur un marché extrêmement équipé, on a 100% de taux de pénétration en France. C'est un vrai choc, donc je ne sous-estime pas ça. Je ne sous-estime pas non plus les gens de Free qui ont montré leur efficacité, mais on n'est pas, nous, dans la peur, on n'est pas dans l'angoisse, on est dans l'action. Alors, la fibre optique, ce vaste débat sur le haut débit, c'est vrai qu'en prenant les rênes d'ailleurs du groupe, vous aviez dit qu'il fallait donner toute sa place à France Télécom dans le haut débit. Nelly Kroes, la fameuse commissaire à la concurrence, frappe du poing sur la table, dit qu'en France, on ne va pas suffisamment vite. Alors, est-ce qu'il faut accélérer les investissements dans la fibre optique? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut investir dans les réseaux du futur, à commencer par la fibre. Ça, il y a une unanimité là-dessus. Là où ça permettrait aux consommateurs de multiplier quoi, par 2, par combien en termes de débit, par 10. Donc c'est un facteur 10, la fibre, par rapport au cuivre aujourd'hui, en moyenne. Et puis surtout, l'autre intérêt de la fibre, c'est que ça permet d'avoir un débit égal à l'entrée et à la sortie. En d'autres termes, ça va permettre de développer beaucoup d'usages interactifs qui sont plus difficiles aujourd'hui. Donc, tout le monde est d'accord sur l'idée de dire qu'il faut investir dans ces réseaux. Pourquoi sommes-nous trop lents? Là où ça commence à diverger, c'est sur les moyens. Alors la Commission va débloquer une certaine somme, d'ailleurs, pour aider au développement. Alors, si vous voulez, sur les moyens, oui, ils ont effectivement dit qu'ils allaient consacrer 9 milliards d'euros. C'est très bien. Nous, on est tout à fait ravis de ça et on accueille ça très positivement. Moi, je crois que la priorité de tout le monde, ça devrait être d'encourager l'investissement et d'encourager l'investissement de tout le monde. Car on a besoin de tout le monde. On a besoin de la Commission et de l'Europe, merci pour les 9 milliards. On a besoin des États, et vous savez que la France a prévu aussi, dans ce qu'on appelle le grand emprunt, donc les projets d'intérêt national, une somme aussi sur le numérique. On a besoin des collectivités, parce qu'il faut bien voir aussi les choses. Ça sera plus compliqué de déployer la fibre dans les zones rurales, les zones qui sont faiblement peuplées, que dans les grandes villes où tout le monde va se précipiter pour le faire. Donc, il est important que le déploiement de la fibre ne recrée pas une fracture numérique, qu'on a réussi, après pas mal d'années, quand même, à résorber, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 90% des gens qui ont accès à l'Internet. Il ne faut pas qu'on recrée cette fracture numérique avec la fibre. Donc, on a besoin de tout le monde. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement les opérateurs comme vous qui doivent financer, c'est ça que vous êtes en train de dire? Les opérateurs ont un rôle essentiel à jouer, bien sûr, puisque c'est leur métier. Et nous, on est totalement engagés dans le déploiement de la fibre. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'elles considèrent que c'est trop lent? Moi, j'ai tendance à dire que d'abord, elle crie un peu avant d'avoir mal. C'est-à-dire qu'on est au début du processus. C'est 2020, normalement, très haut débit dans toute l'Europe, 2020. Oui, on a un cadre réglementaire en France qui existe depuis à peine un an. Donc on laisse quand même aux opérateurs déjà le temps de s'organiser. Ça ne se fait pas comme ça. Déployer un réseau de fibres sur un pays comme la France, ça veut dire des milliers de gens à mobiliser, ça veut dire tout un réseau de sous-traitance, ça veut dire des accords à négocier ville par ville, immeuble par immeuble. Donc vous n'êtes pas responsable, vous ne sentez pas responsable justement dans cette lenteur du processus? Écoutez, moi je me sens acteur, on est complètement impliqué là-dedans. Je pense que c'est un sujet très compliqué et que les solutions un petit peu simplistes qu'on peut entendre par-ci par-là ne sont pas à retenir. Et si vous voulez, l'Europe a choisi un modèle qui est un modèle de concurrence dans les infrastructures. C'est l'idéologie européenne qui a été de privilégier avant tout la logique consumériste. Il y a d'autres pays qui ont fait des choix tout à fait différents. La Chine ne s'embarrasse pas de ce genre de considération. Elle a 3 opérateurs pour 1,4 milliard d'habitants. On en a 120 en Europe pour 400 millions. Vous voyez un petit peu la différence de conception. Donc, on a choisi, nous, d'avoir un modèle qui est fondé sur la concurrence. C'est beaucoup plus compliqué quand on a un grand chantier collectif comme celui de la fibre, de l'accomplir avec un tissu aussi fragmenté et 27 réglementations nationales. Alors vous avez bientôt publié vos résultats. La France prévoit un taux de croissance de 1,7%. Alors on dit que c'est très optimiste. Quelle est votre appréciation, vous, du 1,7% français? Est-ce qu'il faudrait revoir un petit peu ces prévisions? Je crois que le gouvernement s'apprête à les revoir et l'Allemagne les a revus à la baisse. Je dirais, quand on voit le paysage... résolument optimiste, donc. Quand on voit le paysage européen tel qu'il est aujourd'hui, entre la crise financière et bancaire et les contraintes qui pèsent sur les budgets des États, je crois qu'il faut être réaliste. On ne va pas rentrer dans une période de forte croissance en Europe. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, moi, maintenant, je ne sais pas si c'est 1,75, 1,50, 1,25. Je pense que ce qui est important, c'est que les projets de budget soient basés sur des hypothèses réalistes. Parce que sinon, ça n'est toujours que reculer au moment où il faudra prendre des décisions douloureuses. Et je pense qu'on n'a que
que trop reculé. Et que ça fait quand même 35 ans qu'en France, on vit dans un déficit qui a créé une dette considérable, qui est aujourd'hui un problème que nous léguons aux futures générations. Et il est vraiment temps qu'on le prenne à bras-le-corps. Est-ce que ça a un impact sur votre activité, déjà, justement, ces révisions à la baisse Est-ce que vous anticipez, justement, une baisse de la croissance? Est-ce que ça a un impact sur votre activité? Ça aura forcément un impact. Pour l'instant, nous ne voyons pas, nous, dans nos chiffres, dans les consommations, dans les trafics, dans les facturations, nous ne voyons pas de signe particulier de ralentissement. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait peut-être dans les mois ou dans les années à venir. Je veux quand même faire observer que nous, on est un secteur qui est assez résilient, comme disent les économistes, parce que d'abord, les pratiques de communication continuent à se développer, qu'on a un secteur qui est fortement aussi tiré par les innovations technologiques. L'arrivée des smartphones a été quand même... En revanche, votre titre en bourse souffre beaucoup depuis le mois d'août. Vous pouvez nous donner une explication? Il a quand même beaucoup plus souffert que Deutsche Telekom, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on a malheureusement aujourd'hui une valorisation qui ne nous satisfait pas du tout. Deutsche Telekom a bénéficié d'un événement au début de l'année qui a été son projet de sortie du marché américain à travers la cession de son activité à AT&T, projet qui, je crois, est un peu remis en cause. Donc, malheureusement, les parcours boursiers de tous les opérateurs télécoms, Deutsche Telekom, France Télécom ou Telefónica en Espagne, sont assez voisins et assez parallèles. Dans notre cas, nous, je pense que ça vient de phénomènes structurels qui tiennent au fait que les marchés ne voient pas très clairement où la croissance future de nos revenus et de nos marges va se situer. Donc il faut qu'on explique davantage nos projets et qu'on arrive à convaincre progressivement les investisseurs qu'il y a un futur de croissance pour les télécoms. Et puis il y a un autre problème plus conjoncturel qui est la France. On a un quatrième opérateur qui arrive dans la téléphonie mobile. Effectivement, il crie sur tous les toits qu'il va diviser la facture par deux. C'est normal que ça effraie un petit peu les actionnaires. Merci beaucoup Stéphane Richard et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Reste avec nous sur France 24.